Voilà, donc ici, le thème, ce n'est pas l'extrême droite en particulier, même si c'est aussi, par certains aspects, l'extrême droite. La question de recherche, finalement, elle apparaît là dans le titre du PowerPoint. Quelle place pour un agenda socio-environnemental dans une Europe de sécurité? Alors peut-être juste un mot sur pourquoi s'être posé cette question-là. À l'Institut syndical européen, on fait une sorte de screening de l'actualité européenne au jour le jour. Et je dirais depuis environ 2 ans, j'ai observé le fait que le mot sécurité apparaissait de plus en plus souvent dans différentes politiques menées par l'Union européenne. Que ce soit évidemment avec la guerre en Ukraine, la sécurité militaire, la politique étrangère de sécurité, etc. Mais aussi en matière de migration, en matière économique, en matière commerciale, etc. Donc j'ai voulu à un moment, même si l'Europe ne parle pas d'agenda européen de sécurité en tant que tel, j'ai voulu à un moment rassembler les pièces du puzzle que je retrouvais à peu près chaque jour dans l'actualité, et puis faire un exercice on va dire, de prospective sur ce puzzle. Donc c'est ça que je vais tenter de vous présenter rapidement. Première observation, depuis une quinzaine d'années, donc je pars de la fin des années 2000, on va dans le working paper, je parle même du 15 septembre 2008, qui est la date de la chute de la banque de Lehman Brothers. L'Union européenne connaît une succession de crises et de perturbations. Vous avez ici une liste qui apparaissent dans l'encadré à droite, avec chaque fois des effets qui sont démultipliés au niveau de l'Union européenne. Deuxième observation, l'Union européenne est fragile intrinsèquement par rapport à l'ensemble de ces crises, dont la plupart appellent une réponse communautaire, une réponse politique européenne. Que ce soit la crise de l'euro, la crise de la migration, ce ne sont plus aujourd'hui les pays individuellement de l'Union européenne qui peuvent résoudre ce type de problème. Or, on observe en même temps une poussée du nationalisme et une tendance au retrait sur soi, avec en particulier le Brexit en 2016, donc l'idée que l'Union européenne finalement n'apporte plus suffisamment de plus-value par rapport au coût de son adhésion à ce projet. Par ailleurs, on observe une dépendance économique, qui résulte sans doute de l'ouverture néolibérale de l'Union européenne au commerce international pendant des décennies et qui aujourd'hui apparaissent comme des vulnérabilités. Alors, une troisième observation, l'Union européenne en tant que telle est politiquement mal équipée pour faire face à ces défis, dans le sens où elle ne possède pas, ou en tout cas très peu de compétences, selon les traités fondateurs de l'UE. Et donc, elle crée, me semble-t-il, depuis 2 ou 3 ans, un agenda politique hybride, créé à partir de toutes pièces, et qui est centré, en tout cas dont l'idée sous-jacente est la sécurité. Ce que je tente de faire ici, c'est de reconstituer cet agenda dans 6 domaines. Le domaine géopolitique, on va voir ça dans le slide suivant, économique et commercial, technologique, sanitaire, énergétique et climatique. Et donc la question, c'est est-ce que ce nouvel environnement, pour autant qu'il se confirme, est favorable ou non à un agenda pour, comme on le dit dans ce colloque, pour un meilleur travail, de meilleures conditions de vie et une transition climatique juste. Alors, reconstituons rapidement ce puzzle. Les insécurités dans l'Union européenne, aujourd'hui, on pourrait donc les représenter de la manière suivante. Géopolitique, c'est bien sûr la guerre russe en Ukraine. Je suis frappé ici dans la conférence, on parle encore beaucoup du Covid-19. Il me semble qu'en Europe, on parle quasiment plus du Covid-19 depuis la guerre en Ukraine. C'est devenu le sujet à peu près quotidien de discussion sur le vieux quotidien. Les conflits au Proche-Orient, les tensions commerciales avec la Chine et les États-Unis, l'avenir de l'OTAN avec les déclarations de l'ancien et peut-être futur président des États-Unis, le Brexit, le terrorisme, l'ingérence étrangère, la migration qui est instrumentalisée par certains États voisins de l'Union européenne, etc. Deuxième
grandes catégories de vulnérabilité ou d'insécurité, elles sont climatiques. On sait tous que le réchauffement climatique touche la planète, mais on observe aujourd'hui que l'Union européenne, enfin l'Europe en tout cas en tant que continent, est davantage frappée par ce réchauffement climatique, ce qui signifie qu'on assiste à une multiplication des événements extrêmes, une baisse des rendements agricoles, mais aussi, bien entendu, tout l'enjeu de la transition industrielle et des coûts de l'adaptation. Une troisième forme d'insécurité qui est apparue essentiellement pendant la guerre en Ukraine, enfin au début de la guerre en Ukraine, c'est l'insécurité énergétique. Parce que, comme vous le savez, l'Union européenne, en particulier l'Allemagne, mais d'autres pays de l'Europe centrale et orientale, sont étaient très dépendants du pétrole et du gaz russe. Et donc, il y a aujourd'hui une recherche de sécuriser les approvisionnements, de diversifier ces approvisionnements, d'améliorer le stockage, de maîtriser les prix, tout en assurant la transition énergétique. Quatrième dimension des insécurités, elles sont sanitaires. Évidemment, là, on est dans la suite de la pandémie de Covid-19, où l'Europe s'est aperçue qu'elle était très mal équipée pour faire face à ce type de pandémie, et notamment en termes d'approvisionnement de médicaments critiques, de menaces sanitaires transfrontières et pénurie de produits. Une cinquième dimension est la dimension technologique. L'Europe est, on peut le dire, dépassée par les États-Unis et par la Chine dans le domaine de la recherche sur l'intelligence artificielle notamment, mais également elle subit de plus en plus, avec notamment le conflit en Ukraine, des cyberattaques, une guerre de l'information, des dépendances aux technologies critiques, et certains parlent aujourd'hui d'extrémisme de l'intelligence artificielle. Donc il y a aussi là une nouvelle menace qui est perçue en tant que telle par l'Union européenne. Et enfin, la sixième et dernière dimension d'insécurité est celle de l'économie et du commerce, avec l'augmentation des conflits commerciaux, non seulement avec la Chine, mais également avec les États-Unis, les dépendances, multiples dépendances de l'Union européenne en minerais et matériaux critiques, le protectionnisme des partenaires commerciaux, la lutte contre les subventions faussant la concurrence. Voilà donc une espèce de reconstitution de ce puzzle d'insécurité qui, au fil des ans, s'est construit au niveau de l'Union européenne et au niveau des réponses politiques que l'Union européenne a tenté d'apporter à ces différentes dimensions, tout en précisant bien que, dans certains domaines, elle n'a que peu de compétences et donc les réponses sont parfois très partielles. À nouveau, si on reconstitue cet agenda, voici un aperçu des mesures qui ont été prises, je dirais, sur les 5 ou 10 dernières années par rapport à l'ensemble de ces vulnérabilités. Je ne vais peut-être pas les citer toutes. Vous les retrouverez dans la Foresight Brief que j'aimerais bien ne pas devoir ramener à Bruxelles. Et donc, il y a un ensemble de réponses disparates que j'ai tenté de regrouper ici par catégorie, et qui forment, à mon avis, ce nouvel agenda, qui n'est pas visible médiatiquement, je dirais, ou politiquement, parce qu'on ne parle pas de nouvel agenda politique de sécurité en Europe, mais le voilà en fait sous nos yeux. Presque toutes les mesures qui sont prises en matière géopolitique, climatique, économique, énergétique, technologique et sanitaire sont des mesures qui sont prises pour sécuriser l'Union européenne. Alors, à partir de là, évidemment, on pourrait tout d'abord se dire qu'assurer la sécurité des populations est une mission parfaitement légitime des autorités publiques. Donc, il n'y a pas à critiquer a priori, par définition, le fait de vouloir sécuriser l'économie ou la société européenne. Mais, et c'est là que l'extrême droite fait son apparition, la sécurité est aussi évidemment une priorité politique de ces partis radicaux, en particulier ceux qui remportent les élections, de plus en plus d'élections en Europe. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons
3 pays qui sont gouvernés par l'extrême droite, 3 en Europe, la Hongrie, l'Italie et 3 Pays-Bas, enfin Pays-Bas à moitié. Il y a pas mal de gouvernements qui se sont formés sur des bases de coalition avec des partis de droite radicale. Et comme le disait une personne dont j'ai oublié le nom, une philosophe albanaise, l'extrême droite, le problème, c'est qu'elle gagne même quand elle perd. C'est-à-dire que son discours percole auprès des autres partis. Alors, j'ai pris ici juste deux citations qui datent toutes les deux d'à peine 2 semaines, enfin 2 ou 3 semaines. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui déclare que l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Bon, c'est un ministre, on sait qu'il a des positions radicales, mais ce n'est pas formellement un ministre d'extrême droite. Et ensuite, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui n'est pas non plus d'extrême droite, qui déclare, je dis tout haut aujourd'hui que parmi les éléments de la stratégie de migration figurera la suspension territoriale temporaire du droit d'asile. Donc on voit qu'il y a des droits fondamentaux qui sont aujourd'hui considérés comme finalement assez relatifs et qui pourraient servir de, comment appelle-t-on ça, de variables d'ajustement aux politiques menées au niveau national. Alors, plus généralement, la liste des violations des droits fondamentaux s'allonge. Selon un rapport paru récemment, j'ai repris ici quelques exemples. Ce n'est peut-être pas le centre de mon propos aujourd'hui, mais en tout cas, on constate que la problématique de l'insécurité, comme je l'ai décrite, survient à un moment où politiquement, elle est instrumentalisée par des partis qui en font leur fonds de commerce électoral. Alors, ce que j'ai tenté de faire à partir de ces observations, c'est de mobiliser les méthodes prospectives. What if, qui est le titre de la contribution ici. What if, c'est en fait une méthodologie en prospective qui consiste à lancer des discussions sur, bien, imaginons que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, on se trouve dans telle ou telle situation. Et donc, ce what if, je le porte dans le domaine de la sécurité et j'essaye de pousser les scénarios des 6 domaines que j'ai décrits précédemment en se disant, mais finalement, qu'est-ce qui arriverait si on devait imaginer que les choses aillent de mal en pire, finalement, dans les années qui viennent, dans chacun de ces 6 domaines. Et il me semble que dans les éléments décrits ici, il y a quand même beaucoup qui concernent le core business des organisations sociales et du mouvement syndical, et que donc il serait utile, à tout le moins, de s'interroger sur ce what if. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme organisation sociale, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme syndicat, au niveau national, au niveau local, au niveau européen, au niveau international, si les choses décrites ici devaient se réaliser. Déclare de la coopération internationale, marginalisation de l'agenda climatique, Europe forteresse, polarisation de la société. Enfin, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez, c'est un peu l'ensemble des éléments de ces scénarios du pire auxquels je pense il faudrait, ne fût-ce que sur le plan de la réflexion et de la discussion, inclure dans nos stratégies. Et donc, quel nouveau défi pour les organisations sociales et les mouvements sociaux? Je l'ai déjà dit finalement au long de cette présentation, c'est le risque de changement de priorité politique. La précédente Commission européenne, von der Leyen 1, avait fait de la transition climatique une de ses priorités. Elle avait fait également ce qu'on appelle le pilier des droits sociaux fondamentaux une de ses priorités dans le domaine social. Alors aujourd'hui, quelles sont les priorités telles qu'elles sont en tout cas annoncées dans divers rapports et dans divers discours? Eh bien, c'est la sécurité, comme je viens de le montrer, mais également la priorité à la compétitivité économique et à la rigueur budgétaire. Donc, si on a ce triangle sécurité, compétitivité, rigueur budgétaire, où est-ce qu'on met transition climatique, juste transition, et où est-ce qu'on met
un meilleur travail, de meilleures conditions de vie dans une société plus inclusive. Les risques démocratiques, c'est la sécurité qui deviendrait sécuritaire, c'est-à-dire la sécurité contre les droits fondamentaux, la polarisation, la radicalisation des partis, le risque de marginalisation des acteurs sociaux, des corps intermédiaires. On sait que l'extrême droite est particulièrement hostile aux syndicats. Du moins veulent-ils défendre les travailleurs, mais les travailleurs nationaux. Or, en Europe, on essaye justement de créer un mouvement syndical européen. Donc, comment réagirions-nous si nous étions face à des tendances au niveau syndical à un repli sur la défense du travailleur, mais du travailleur français ou allemand ou italien ou espagnol? Une autre question est celle des précarités climatiques, je les appelle comme ça, je ne sais pas si ce terme existe, mais c'est l'idée que, hors marché du travail, les gens, les citoyens, les populations sont confrontés à de plus en plus de vulnérabilité, notamment liées aux événements extrêmes. Et donc, ça pose la question des enjeux de logement, on a parlé il y a un instant, de mobilité, d'alimentation, de santé, d'énergie. Donc, toute une problématique qui émerge et qui ne fait pas partie du core business des marchés du travail. Et je vais en terminer là. Nouveau colonialisme vert. Et puis, quelle nouvelle stratégie pour les acteurs sociaux? C'était les éléments de discussion que je voulais vous soumettre pour conclure. Organisation de la solidarité, mobilisation, faut-il aller au-delà du monde du travail? Négociation collective et dialogue social, faut-il mettre au cœur du dialogue social et de la négociation collective les enjeux de vulnérabilité collective? Avec cette idée, je pense qu'il ne transparaît pas encore assez, c'est que les victimes des crises climatiques, nous en sommes tous co-responsables. On doit tous se dire, je suis responsable de cela. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas transposer cette responsabilité dans, notamment, les institutions du dialogue social et de la négociation collective? Diplomatie du travail, diplomatie syndicale, je vais passer ce point-là, et puis mobilisation contre les discours de haine, et je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de prendre la Forsyth Brief qui se trouve là.